Bonsoir à tous. Attendons que tout le monde soit connecté et ouais, comme ça commencer. Il y aura ensuite un moment plus interactif d'échange où on pourra directement partager des idées dans un second temps. Donc là, je vois en effet les gens se connectent. Attendons quelques minutes et, euh, et ça commence très bientôt. Merci à tous. Merci à tous de vous connecter au fur et à mesure. On va commencer dans 1 à 2 minutes environ. Merci. Bonsoir à tous. Je vous propose en effet de commencer maintenant et on pourra avoir en effet une discussion plus directe dans un second temps. Je vais d'abord commencer par eh bien, présenter très brièvement eh bien, mon profil, mes propositions, mes idées pour cette élection législative. On est à un moment important puisque le vote en ligne commence dès demain et c'est une période avec eh bien, la possibilité de comparer les différents programmes, les différentes idées. Et c'est le moment justement où on peut commencer à y voir plus clair sur les différentes forces en présence et ce que représente, ce que porte chacun et justement quelles solutions et quels axes prioritaires sont mis en avant par tous les candidats. J'ai eu l'occasion d'échanger ces derniers jours avec à la fois les autres candidats et beaucoup de Français ici. Pour ce qui est des autres candidats, on a eu alors plusieurs débats, particulièrement un à Berlin, qui était eh bien, vendredi dernier, en format hybride, avec eh bien, ici, ça a été l'occasion de vraiment clarifier la ligne de départ, comprendre quel était le profil de chacun, puisqu'il y avait quelques surprises au moment où la liste finale a été annoncée. Et également, il y avait un débat à Hambourg en début de semaine, donc là qui était avec la candidate NUPS et une candidate Volt, donc un échange avec un nombre plus petit de candidats, mais qui permettait aussi cet échange direct, cette interaction avec eh bien, les Français qui nous écoutaient. Et c'est un peu dans cette idée voilà, que je vous retrouve ce soir pour cette réunion, avec d'abord
les grandes lignes de mon profil, de mon programme qui vont être présentées. Ensuite, le moment pour échanger, avoir des questions directement adressées et qui puissent comme ça faire l'objet d'une discussion interactive. Pour ce qui est de, eh bien, d'abord mon profil et ma présentation. J'ai 34 ans, je suis marié, père de 2 enfants. C'est ici un ancrage de longue date dans la circonscription, puisque je travaille actuellement en Allemagne. J'étais durant de nombreuses années en Autriche et je garde un lien fort avec l'Autriche, donc je reste impliqué sur place. Et par ailleurs, toute la circonscription qu'on représente, qui est large et importante, hein, ce sont 16 pays au cœur de l'Europe. Eh bien, tous ces pays, je les connais, je les ai vus de près. J'ai voyagé dans les différentes zones, dans les différentes géographies que nous couvrons, notamment par mon travail ces dernières années. J'ai eu l'opportunité de me déplacer et de suivre en détail tous les développements politiques, économiques, géopolitiques de la région. Donc, c'est ici une démarche authentique et qui vient d'ici, c'est-à-dire avec cette priorité qui sont pour moi les Français de l'étranger et nos vies locales. Et c'est une différence par rapport à beaucoup de candidats qui sont soit à Paris, soit eh bien avant tout tournés vers des thématiques nationales, alors que ici tous les échanges, toutes les rencontres que j'ai eues ces dernières semaines, eh bien en voyageant à la circonscription, c'était toujours autour des Français de l'étranger et de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire le lien entre écologie et économie, et également simplifier nos vies à tous les niveaux. Donc ça, c'est la vision générale que je porte dans cette élection. C'est donc une vision qui s'appuie sur cette expérience concrète de la vie ici, de nos thématiques. Si on prend le thème de l'éducation, c'est pour moi un aspect essentiel et un message prioritaire que je porte dans cette campagne. L'éducation, donc c'est-à-dire qu'on a depuis de nombreuses années un phénomène où les coûts de scolarité eh bien augmentent, où les bourses scolaires sont avec des baisses de budget ou insuffisantes en termes de volume, en termes de capacité eh bien, à accompagner suffisamment les familles ici. Et je pense que là, il faut retrouver une ambition et, et une volonté de progresser, de renforcer notre offre éducative. Ça passe par les grandes villes, évidemment, puisque on a un réseau qu'il faut eh bien étoffer, mais aussi ça passe par toutes les zones en dehors des grandes capitales régionales ou nationales, c'est-à-dire permettre une offre extrascolaire plus importante, permettre également une offre digitale qui soit à la hauteur. Donc ça, c'est un point, on pourra en discuter là-dessus plus en détail, mais c'est un point que je trouve fondamental, l'éducation et retrouver cette ambition et cette capacité à joindre la parole et les actes. Ça a été pour beaucoup un élément de déception ces dernières années, à savoir qu'il y a eu des ambitions affichées, et certaines sont très louables, augmenter le nombre d'élèves, c'est très bien, mais il faut derrière pouvoir l'accompagner avec eh bien, des moyens adéquats. Et ça, c'est pour moi le rôle d'un député des Français de l'étranger, c'est justement quelqu'un qui peut monter au créneau, qui peut avoir une voix, qui peut défendre cette vision et la porter largement en France, partout où cela compte, au niveau de la représentation nationale évidemment, et aussi localement dans nos différentes communautés sur la circonscription et en lien avec nos différents partenaires. Donc ça, c'est un point essentiel, l'éducation. Et c'est toujours un sujet qui intéresse et qui captive autour de nous. Pour ce qui est de la deuxième eh bien, dimension que j'aimerais souligner ce soir, c'est ensuite l'économie, c'est-à-dire réconcilier économie et développement durable et donc partir de l'aspect économique, tout ce qui est économique et financier. Moi, j'ai construit donc pendant plus de 10 ans une carrière donc directement liée au monde économique. Donc, c'est un domaine que je connais, que j'ai pu aborder de près. Tout ce qui est économique, eh bien, ça me parle. C'est quelque chose où j'ai des points de repère, des points de référence importants. Et c'est là aussi pas souvent le cas dans tout ce qui est justement politique et, et c'est un manque, à mon avis, dans le débat qu'on a, puisque souvent on aborde ces questions de manière très floue, très vague ou très légère, ou alors juste avec des bonnes intentions.
d'avoir une ambition plus concrète et de regarder eh bien concrètement quels sont les grands domaines. Donc, quand on parle de l'économie, on parle évidemment de l'attractivité de la France, et d'entreprises françaises sur nos territoires, ça c'est un axe important, mais aussi tout ce qui est économique financier, c'est ce qui nous touche, c'est-à-dire eh bien le fait d'avoir une fiscalité qui est pour les Français de l'étranger encore injuste, avec des disparités de traitement auxquelles je souhaite mettre fin, notamment sur la CSG-CRDS, et aussi avec ce principe de résidence d'attache, c'est-à-dire pour permettre d'avoir une résidence en France quand on est Français de l'étranger, qui est la même fiscalité, donc plus avantageuse, c'est-à-dire la fiscalité d'une résidence principale. Ça, c'est un point aussi qui est fondamental pour moi, qui est essentiel, et un des combats que je mènerai en priorité pour le réussir et pour trouver eh bien, là-dessus les moyens de changer la donne. Donc, de manière générale, baisser la fiscalité, ce sera toujours ma priorité dès que c'est adéquat. C'est une différence là aussi avec plusieurs candidats. Certains souhaitent eh bien, augmenter cette fiscalité ou ne rien faire. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que c'est une mauvaise approche et qu'il faut pouvoir bien baisser la fiscalité pour les Français de l'étranger, la rendre plus juste, plus équitable. Et ça, c'est un point important. Un autre point important pour eh bien, tout ce qui est retraite, par exemple, donc là aussi faciliter euh, de pouvoir, avec l'autorité locale notamment, avoir des certificats adéquats, des certificats de vie. Et aussi, donc ça c'est plus généralement, ça a trait aux démarches administratives auxquelles on fait face, donc tout ce qui est administration consulaire. On a eu ici, j'avais un débat il y a quelques jours dans une radio locale à Munich, en Bavière, et le député sortant a reconnu que c'était une machine en panne, ce système consulaire, quand même ici un domaine en effet qui est préoccupant, à savoir que moi, à l'inverse, ma vision, c'est de relancer cette voiture, donc de redonner des moyens à notre administration sur place. Et ça, c'est possible si on s'en donne évidemment les moyens, si on a l'ambition de le faire. Et à la vision derrière, c'est de retrouver, qu'on retrouve eh bien, de véritables mairies au niveau de nos consulats, au niveau de notre administration consulaire, qu'on ait eh bien, une administration de proximité, une administration à notre service et quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer à la fois de manière digitale dès que c'est possible, donc simplifier ici les procédures sur le plan digital, mais également avec cette possibilité d'accueil et de contact direct. Ça, c'est quelque chose qui revient quasiment tous les jours dans la campagne. Il y a eu des désinvestissements ces dernières années auxquels il faut, de mon point de vue, bien mettre fin, changer la donne, et ça peut se faire par justement la volonté politique et en mettant, les moyens existent, il faut juste les réallouer, les réorienter vers ce point, et ça touche justement à notre activité et nos besoins en tant que Français de l'étranger. C'est pour moi quelque chose de fondamental, et c'est aussi un sujet justement où on attend le député des Français de l'étranger, puisque c'est un rôle relativement nouveau, qui existe depuis à peu près 10 ans et qui donc, ici permet justement de faire le lien entre les thématiques nationales et notre représentation locale. Ça, c'est quelque chose donc, qui était voulu initialement par ici, notre ami politique pour justement redonner une voix, redonner un élan aux Français de l'étranger, leur permettre de porter leurs revendications eh bien, avec quelqu'un qui a un rôle unique, puisque le député ici, il est eh bien, en capacité d'avoir les différents pays, les différentes thématiques, de les couvrir et de leur donner une importance, une dimension eh bien, sans égale. Et en plus, avec le fait d'avoir quand même une circonscription cohérente, c'est-à-dire qu'on a ici une zone qui est assez bien définie, qui est l'Europe centrale, le cœur de l'Europe. Donc, on va en effet de l'Allemagne, la Pologne, toute l'Europe centrale, les Balkans, à la fois côté Est et côté Ouest, donc aussi bien la Croatie que la Bulgarie, c'est beaucoup de pays, mais ils forment un tout. Moi, c'est ce que j'expliquais sur le fait que c'est ma zone de cœur, celle à laquelle je suis très attaché aussi, où je me sens chez moi justement dans cette zone, et elle est proche, elle est facile d'accès, et on a ici voilà une zone eh bien de rayonnement, d'influence qui permet de faire de très belles choses. Donc ça, c'est un élément important. Et quand j'évoquais le lien entre écologie et économie, c'est une autre dimension qui se rajoute à ça, à savoir
protéger, et ça c'est pour moi un engagement très sincère, à savoir protéger notre planète, protéger notre environnement. Ça doit être une priorité plus que jamais aujourd'hui pour la représentation nationale, pour les députés. Il y a beaucoup à faire et avec l'idée ici de réconcilier l'économie et l'écologie, c'est-à-dire de ne pas tourner le dos au progrès économique, puisque lorsque on a eu ces débats, qui étaient intéressants par ailleurs, ces derniers jours, notamment à Hambourg, on avait une partie des personnes qui étaient intéressées par la décroissance, qui souhaitaient eh bien, qu'on perde de la compétitivité, qu'on perde de la croissance de l'activité euh, pour, pour uniquement se focaliser sur l'aspect écologique. Moi, je trouve que ce serait une erreur. Il faut qu'on puisse avancer ensemble, c'est-à-dire avec deux dimensions, progresser et de manière voilà, innovante, donc qui permettent d'avoir un investissement à la fois public et privé sur ces questions. Et c'est la clé pour justement permettre d'avoir une plus grande ambition écologique, mais de le faire de façon réaliste et pas seulement avec une vision idéologique. Ça, c'est pour cette thématique. On pourra là aussi revenir dessus plus spécifiquement et l'évoquer plus en détail avec plaisir. C'était en tout cas un thème qui a beaucoup intéressé, ben, notamment à Hambourg ce lundi. Le public, on en a parlé très longuement et c'est toujours passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire et aussi des visions ben, assez différentes quand même entre les différents candidats. Et moi, c'est un thème qui me tient à cœur, sur lequel je travaille directement tous les jours et j'ai beaucoup de convictions, beaucoup d'avis à partager sur ce thème. Le dernier bloc sur lequel j'aimerais insister, euh, c'est justement tout ce qui est futur de l'Europe dans ses différentes dimensions. Futur de l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'évoquais le fait que je viens en Allemagne, en tout cas entre l'Allemagne et l'Autriche, mais la plupart du temps en Allemagne actuellement. Ici, le couple franco-allemand, il est essentiel pour notre avenir commun en Europe. J'ai des propositions, des idées concrètes pour justement le rééquilibrer, puisque on a ici une relation qui est insatisfaisante entre nos deux pays, la France et l'Allemagne. On a eh bien, le besoin de retrouver un meilleur dialogue et d'avancer de manière plus constructive. C'est-à-dire que d'un côté, la France peut s'inspirer de ce que fait l'Allemagne de bien, c'est-à-dire le dialogue social, une certaine décentralisation qui fonctionne, une industrie qui reste compétitive, euh, également tout ce qui est justement solidité économique, financière. Je pense que là-dessus, il y a eu beaucoup de laisser-aller en France ces dernières années et on pourrait s'inspirer de ce qui a fonctionné en Allemagne. A contrario, on le voit avec la guerre en Ukraine, il y a aussi une dépendance énergétique, un certain nombre de partenaires hors d'Europe côté allemand. Là, je pense qu'on peut apporter des solutions pour justement avoir un meilleur mix énergétique, donc une énergie moins chère et qui pollue moins. Et là, c'est un axe de travail important. Donc ça, cet aspect-là franco-allemand, il est évidemment essentiel. Mais on parlait d'une région, justement, et on parle d'une région qui est très large, qui est très étendue, au cœur de l'Europe, et il y a, de manière plus générale, le dialogue qui a renforcé entre la France et l'Europe centrale. Donc, il y a eu beaucoup d'arrogance, beaucoup d'incompréhension ces dernières années sur justement notre capacité à se comprendre et à s'entendre, à travailler ensemble. Je pense que là, il faut restaurer la confiance. Il faut notamment qu'on a beaucoup de partenaires qui veulent rejoindre l'Union européenne à terme. Donc, il faut là-dessus trouver de meilleures bases de dialogue et aussi permettre notre unité en tant qu'Européens. Ça, c'est un point qui est important. Et ça se fait donc à l'heure où on a un défi sans précédent. Donc, on a un nombre de défis sans précédent, mais en général, on va là aussi l'évoquer. On a l'après-pandémie qui est à construire. On a l'inflation, donc la hausse des prix. Là aussi, un thème qui revient tous les jours et qui est très important, avec des niveaux sans précédent, enfin, en tout cas dans un avenir récent, enfin, dans un passé récent, pardon. Et on a surtout la guerre en Ukraine. Donc derrière, c'est le défi qui est majeur au sens où c'est une guerre qui est à nos portes, qui continue de manière dramatique. Donc il faut là trouver des solutions en matière de sécurité, évidemment, aussi en matière d'énergie, donc pour renforcer notre indépendance énergétique, et également au niveau alimentaire, etc. Donc ça, c'est les différents points qui vont faire qu'on aura un nouveau un nouveau monde dans quelques mois, justement, qui va émerger et de nouveaux équilibres, de nouveaux rapports de force. Tout est en train de changer à cause de cette guerre en Ukraine. Et derrière, évidemment, c'est les fortes solidarités avec le peuple ukrainien. C'est quelque chose qu'on a
tous pu directement eh bien voir autour de nous. C'est une urgente nécessité et c'est là aussi quelque chose qui bouleverse eh bien nos communautés, etc. Autour de nous. Et donc il faut tendre la main et le faire de manière juste et avec le peuple ukrainien, sans oublier évidemment les Français qui sont en Ukraine, certains y sont encore, et c'est terrible, et ceux qui ont eu à quitter l'Ukraine dans des circonstances terribles ces dernières semaines. Là, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait un dispositif de gestion de crise, de maîtrise des risques qui était insuffisant, qui avait de nombreuses failles, qui doit là eh bien, être repensé, revu. C'est aussi pour moi un des rôles justement du député des Français à l'étranger, vu que c'est notre zone directe. Et une des idées que je propose en particulier, c'est celle d'avoir un fonds d'urgence, c'est-à-dire un fonds d'urgence dédié aux crises et à ce type de situation, qui soit pour les Français de l'étranger et qui permette d'avoir tout de suite des marges de manœuvre lorsqu'il y a des événements ou des situations dures ou inhabituelles, et on en a connu de différentes natures ces dernières années, eh bien, de pouvoir avoir la capacité d'apporter à nos communautés et aux Français sur place une infrastructure, un appui, une aide de façon bien facilitée. Et ça, c'est un projet qui est à mon sens très important, qui a été en termes de concept bloqué ces dernières années. On n'a pas voulu le faire, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Là, je suggère justement qu'on retrouve cette ambition, notamment dans un cas de risque accru où il n'y a jamais eu justement autant besoin d'avoir ce type d'appui et de soutien. Et ça peut que renforcer bien notre présence française dans la région, mais en sens eh bien capacité à la rendre euh, efficace, bien structurée et à même bien de faire face à toutes les situations, à toutes les crises dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est un peu le tableau général, la vision que je souhaitais partager avec vous, avec donc ces trois grands thèmes que j'ai évoqués, l'éducation, le lien entre économie et écologie, et également les défis de l'Europe de demain, donc le futur de l'Europe, de manière à être mieux protégée et à ce que nos sécurités soient garanties. Donc ça, c'est voilà, une vision très forte que je porte avec ici une priorité qui est vraiment autour des Français de l'étranger. C'est-à-dire que quand on peut regarder actuellement les circulaires de différents candidats, donc les professions de foi, le programme, les propositions, on a beaucoup de visions qui sont justement éloignées de cet impératif, à savoir des thèmes très nationaux qui concernent que le travail national d'un député, alors que justement, il a les deux dimensions, ce député des Français de l'étranger, c'est ce qui fait toute sa valeur, toute la qualité de son travail, ça va être cette capacité à faire le lien et surtout à être le premier représentant, à porter la voix, à porter les idées des Français ici, de manière à ce qu'ils soient toujours mieux défendus, mieux représentés, mieux écoutés. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et c'est un vrai enjeu au sens où, quand on discute actuellement avec les électeurs, beaucoup découvrent le rôle du député des Français de l'étranger. Beaucoup ne savent pas ce qui s'est fait exactement ces dernières années, quelle a été son action. Si j'ai vu dans différents pays dans lesquels je me suis rendu, en effet, il y a eu assez peu de façons de mesurer, de façon de voir la performance. Et ça, c'est un point auquel je suis très attaché. Comme je l'évoquais, travaillé dans le monde de l'entreprise, aussi dans le monde économique. Et ici, la mesure de la performance, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire comprendre les résultats, voir ce qu'il faut changer, pouvoir prendre en compte cette action. Et là, j'ai une vraie ambition justement pour retrouver cette eh bien, capacité pour nous à rendre le rôle eh bien, visible à notre service et à le faire vraiment en lien avec tous, avec tous nos partenaires, avec toutes les communautés françaises, avec tous ceux qui s'engagent sur les thèmes que j'ai évoqués, à savoir l'éducation, l'économie, l'écologie, la vie administrative évidemment, et à l'heure qu'en effet on a des défis sans précédent à gérer. Donc ça, c'est voilà, quelques éléments de contexte que je voulais partager, qui me semblent importants, alors qu'on approche du vote. Donc, le vote en ligne qui commence dès demain midi jusqu'au 1er juin. C'est une innovation importante de ces dernières années euh, qu'on va pouvoir eh bien, utiliser. C'est une bonne chose, puisqu'il y a un risque assez fort au niveau de l'abstention. Et c'est un point sur lequel chacun doit lutter, quelles que soient ses convictions, ses orientations, à savoir
s'assurer qu'autour de nous, les gens soient informés, les Français ici comprennent quels sont les enjeux, quelles sont les positions, de manière à faire le meilleur choix, le choix le plus éclairé, et voilà, puissent se prononcer. C'est quand même trop dommage d'avoir ici cette facilité de vote, cette capacité à avoir pendant 5 ans un député des Français de l'étranger eh bien engagé, impliqué. Et pour ça, il faut une légitimité, il faut un mandat. Et évidemment, la participation, elle contribue à ça. C'est un aspect de vitalité démocratique qui compte. Et après, j'étais heureux de voir ces derniers jours dans mes déplacements que justement, il y avait un vrai intérêt, il y avait une volonté d'en savoir plus, de comprendre davantage quels sont les enjeux. Et c'est aussi l'objectif de cette réunion de ce soir, donc sous un format numérique qui permet de nous retrouver et d'échanger directement sur bien, nos besoins, notre vision des grands enjeux. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ensuite, une autre question en effet qui revient, c'est il y a 16 candidats, comment, c'est beaucoup, comment choisir, comment analyser les programmes. Ici, une position assez simple. D'abord, moi, je fais je fais campagne contre personne, c'est-à-dire je suis avant tout là pour mettre en avant ma vision, mes idées, mon projet que j'estime bien les plus adéquats, les plus à même de répondre à nos besoins. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais en revanche, je regarde en effet quelles sont les propositions, quels sont les positionnements des uns et des autres. Et je vois beaucoup de candidatures qui sont quand même très éloignées de notre circonscription, ce que je disais au début, à savoir des gens qui se déplacent pas, qui ne vivent pas ici, qui connaissent pas la région, et d'autres qui sont uniquement portés sur des thèmes nationaux ou même parfois très régionaux. On parlait du débat du Parti breton. Bon, je pense qu'il faut quand même retrouver le sens de cette élection qui est avant tout tournée vers nous, Français de l'étranger, vivant au cœur de l'Europe. Et c'est pour moi un aspect voilà, tout à fait fondamental, tout à fait central. Et vous verrez que dans les différentes visions qui sont articulées et qu'on a l'occasion d'entendre ces jours-ci, eh bien, là, il y a un vrai travail, une vraie plateforme au service des Français d'étrangers. Donc ça, c'est le cœur de ma démarche. Et d'où cette idée d'améliorer nos vies au cœur de l'Europe. C'est, je pense, quelque chose qui peut nous occuper tous les jours dans les 5 ans qui viennent et répondre à nos besoins, répondre à nos enjeux et faire une différence par rapport à euh, un député qui sera uniquement tourné vers une circonscription en France. Donc ça, c'est un point important. On a la chance d'avoir maintenant ce député des Français à l'étranger. Il faut redonner une nouvelle dimension au rôle. Il faut retrouver une efficacité ou une transparence dans la performance, dans l'action publique. Mais en revanche, c'est quand même un vrai atout et quelque chose qui peut faire la différence. Donc, une chance à saisir et à partager, à communiquer autour de nous. Donc, voilà les grands éléments de vision que je voulais partager en début de réunion. Et comme je l'ai toujours fait durant ces derniers jours, dans mes déplacements, ces dernières semaines dans mes déplacements, toujours ensuite une partie échange direct, à savoir que pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce dialogue, d'avoir cette capacité à partager des idées, des points de vue. Et de ce point de vue, ici, je propose donc vous avez la possibilité soit d'écrire dans le chat, si vous avez une question spécifique que je peux ici lire et traiter en direct. Et également, vous pouvez lever la main et intervenir dans la réunion pour partager votre position. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole. Bonsoir, monsieur Desvel. Donc je vous ai écouté, c'est tout à fait à votre honneur de dire que vous n'êtes pas candidat contre quelqu'un et de porter un projet qui nous concerne. Ça, je l'entends tout à fait. Néanmoins, il ne faut pas nier le fait que cette élection, c'est aussi une élection qui a des conséquences nationales. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est pas une question piège, hein, parce que j'ai voté pour Mme Pécresse au premier tour, donc c'est pas une question piège, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, de M. Petit, qui est sortant, qui n'est pas un député académie, qui est également complètement investi dans la région? Alors, c'est un point important en effet, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous différencie de la majorité sortante.
et qu'est-ce qui différencie mes propositions, ma candidature, mes idées de ce qui a été fait pendant 5 ans. J'évoquais les grands enjeux. Pour moi, il faut pouvoir avoir des solutions et des résultats concrets sur ces enjeux. C'est-à-dire que pendant 5 ans, donc en effet, j'ai beaucoup de respect à titre personnel pour député petit, qui est le député sortant. Néanmoins, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une grande différence entre les paroles et les actes, c'est-à-dire que il y a des ambitions qui étaient louables, mais une manque de capacité à que ça se traduise en action, en initiative concrète. On parlait des services consulaires. Très peu a été fait ces dernières années pour les renforcer, pour les rendre plus modernes et plus tournés vers les citoyens, même s'il y a eu justement, avec la pandémie, l'opportunité de les rendre plus digitaux et en même temps, plusieurs moments de discussion budgétaire où il y avait une capacité à redonner des moyens, redonner une visibilité. Et ça, c'est un point où j'ai très peu entendu, en effet, le député sortant. Donc ça, pour moi, c'est un élément quand même essentiel, c'est-à-dire les paroles et les actes, qu'est-ce qui nous différencie? Nous, on a fait un travail avec les Républicains assez important ces dernières années pour justement eh bien mesurer les points qui vont dans le bon sens. Et moi, c'est pas du tout une logique d'opposition systématique qui m'intéresse. Si je suis élu, je serai vraiment le député de tous les Français ici et sera toujours pour trouver des solutions, des positionnements qui sont adéquats, qui correspondent à nos besoins. Mais en revanche, je pense qu'on a plus de liberté et plus de capacité à justement dire non et à hausser la voix quand c'est nécessaire et quand le gouvernement fait des choses qui sont contre l'intérêt des Français de l'étranger. Donc ça, pour moi, c'est finalement l'élément différenciant essentiel, à savoir qu'il y a des points sur lesquels on peut avoir des convergences, et j'en ai avec tous les candidats d'ailleurs, enfin la plupart en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est pas du tout une vision étroite que je porte. Quand il y a des bonnes solutions quelque part, il faut pouvoir les accompagner et le faire largement. Donc, de ce point de vue, il peut y avoir des axes de travail intéressants. En revanche, je trouve que sur la justement capacité à dire non, à nous protéger en cas de danger, j'ai vu des manques ces dernières années, et là j'ai la volonté de les bien combler. On pourrait aller aussi de la pandémie. Ça a été une période extrêmement dure d'isolement pour beaucoup de Français dans la région. Il y a eu au niveau du gouvernement en France des mesures qui ont été contraires aux intérêts des Français de l'étranger. Alors, ici, on a des pays qui sont dans l'Union européenne, d'autres non. Donc, il y a différents cas de figure pour notre circonscription. Et on voit notamment que pour un certain nombre de pays, il y avait de vraies restrictions pour rentrer en France quand on était français, donc les motifs impérieux, par exemple. Et il a fallu ici que, eh bien, il y ait, avec les sénateurs, les républicains, et certaines associations, eh bien, un travail fait pour pouvoir porter ça au Conseil d'État et se rendre compte que cette approche n'était pas adéquate, que ce soit eh bien, pas possible qu'on puisse empêcher à des Français de rentrer chez eux dans leur pays sans trop de difficultés. Donc sur des thématiques comme ça qui ont créé des vrais problèmes et ont un vrai impact sur la vie des Français autour de nous, j'ai vu beaucoup de moments où eh bien, on n'était pas assez représenté, pas assez défendu, pas assez entendu. Et là, je trouve que c'est un vrai avantage eh bien de la ligne qu'on a et que je porte dans cette élection, c'est-à-dire la possibilité d'être plus libre, plus indépendant et d'avoir comme boussole les Français de l'étranger et le faire de manière où eh bien, on a cet objectif de résultat avant tout et on sera là-dessus transparent sur ce qu'on fait, mais aussi voilà, en capacité de pas justement être uniquement tenu par la solidarité gouvernementale. Le moment venu, on verra bien la composition de l'Assemblée, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan politique, mais pour moi, ça sont quand même des combats très importants et des aspects où il y a des vraies différences sur la façon de voir les situations par rapport aux députés sortants. Donc, c'est en effet un des sens de ma candidature et un point sur lequel voilà, je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Et je vois par ailleurs Dominique qui lève la main, si je me trompe pas. Oui, bonsoir. Je veux revenir sur ce point. Je pense que nous avons besoin d'un député qui ait une opposition constructive
Et cette opposition est nécessaire. Bon, on sait que le gouvernement aura une certaine majorité, mais il n'aura peut-être pas assez pour, et on espère qu'il n'aura pas le 100%, enfin, une majorité exclusive, si on peut dire, parce qu'il est absolument nécessaire qu'on bouge un peu. Il faut dire que jusqu'à présent, ça a quand même été 5 années assez passives. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été jetées, des idées, des bonnes idées certainement, mais les actes n'ont pas suivi, et notamment pour les Français d'étranger. Je veux dire que sur ce secteur où nous sommes, il ne s'est pas passé grand-chose. Les écoles, il n'y a rien eu de fait. Les consulats où il y avait des problèmes, rien n'a été fait. Donc, sur ce secteur de la 7e circonscription, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est mieux qu'il y a 5 ans de ça. Et pourtant, c'est très important qu'on ait des députés qui travaillent avec nos sénateurs, qui, eux, se démènent. Mais si le sénateur propose des choses pour les Français étrangers, mais qui n'est pas le correspondant au Palais Bourbon, ben, disons que les choses ne passent pas. Au contraire, certains de ces députés des Français d'étrangers ont voté contre les motions qui étaient en définitive en faveur des Français et qui nous auraient aidés. Différentes choses ils ont voté contre parce qu'ils suivaient la ligne du gouvernement. Donc, c'est cette indépendance dont on a besoin avec des gens comme Philippe qui montent au créneau, qui défendront nos intérêts, mais d'une façon constructive, comme il a dit, pas en étant toujours contre. C'est pour ça qu'il y a certains points, bien sûr, qui se retrouvent avec les projets du député sortant, mais lui, il a été 5 ans au pouvoir et on ne voit pas tellement ce qui a changé. Et là, nous avons, je crois, avec Philippe, une personne qui, ce qu'il dit, il le fera. Et ça, c'est important. Moi, je suis sa suppléante et je vous promets que s'il passe, je lui renverrai toujours les dossiers sur lesquels il a dit qu'il ferait quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il est élu, on ne le laissera pas tranquille à Paris. Voilà. Je vous souhaite vraiment convaincre, vraiment faites du démarchage auprès de vos amis. Petit à petit, dites que vraiment, il y a besoin de députés LR de droite et du centre qui vraiment nous représentent pour faire aussi un parallèle avec le Sénat, où là, on a quand même des représentants qui sont bien placés. Donc ça, c'est important aussi pour le futur. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait fait voter qu'il y ait des députés des Français d'étrangers. Donc, c'est pour équilibrer les deux chambres aussi. Hein. Et donc, ça, c'est aussi important. Et là, nous n'avions personne là, les 5 dernières années et on a vu ce que ça a donné. On nous a complètement oubliés. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est très important. Merci et bonne chance à Philippe et soutenez-le. C'est très important. Merci Dominique. Je vois que Joël François veut intervenir. Voilà. Je voudrais réagir à ce qu'a dit à la fois M. Lepouzet et votre suppléante à l'instant, Mme Mirkarégou. Il y a 2 choses. D'abord, dans l'histoire des Français de l'étranger, je crois qu'il y a eu 3 choix. Soit les Français de l'étranger ont été abandonnés, soit ils ont été oubliés, soit ils ont été trahis. Sur 2 siècles, si vous regardez pays par pays, hélas, c'est la vérité. Donc, depuis 25 ans, le Sénat s'occupe des Français de l'étranger, il s'en occupe bien. Ce sont les seuls. Tout à l'heure, M. Teswell a parlé d'une proposition que j'ai d'ailleurs reformulée à Berlin. J'ai lu, ce sera ma priorité, c'est de créer ce fonds dont Mme Mirkarégou a également parlé. Il ne faut pas oublier que ce fonds, qui avait été une proposition du sénateur Legleux, qui est un élu de l'étranger, a été voté à l'unanimité avant la crise Covid. Et à l'Assemblée nationale, il n'a même pas été étudié sur le refus des députés élus de l'étranger. Je trouve ça absolument scandaleux. Donc, au moins, pour répondre à M. Lepouzet, s'il y a une raison pour laquelle je ne voterai pas pour M. Petit, qui est un homme sympathique, il y a celle-là. La deuxième, Hambourg, une situation, c'est quand même une grande ville, Hambourg, c'est pas un trou. Hein. Bon, on a eu un consul général qui nous a quittés, même pas une valise consulaire, rien du tout. Être français à Hambourg vaut mieux n'avoir besoin de rien
du côté de l'administration française. C'est une réalité. Hein. Je ne parle pas d'une femme qui a 2 enfants ou quelqu'un qui est à la retraite à Hambourg. Il a intérêt à se débrouiller autrement. Bon. Donc, ce qui me paraît important, c'est qu'on ait des députés, en effet, qui défendent à la fois les attentes et les situations des Français de l'étranger, qui ne sont pas des gens richissimes, des évadés fiscaux. Je pense que ce n'est pas le cas de ceux qui sont ici en ce moment. Bon. Et je pense surtout qu'il faut le faire autrement. Tout à l'heure, vous avez parlé de M. Le Petit, il y en a d'autres, hein, mais ces Français de l'étranger, on les voit sur les plateaux de télévision, on les voit ailleurs nulle part. Donc, voter pour quelqu'un qui ne fera rien, franchement, bon, ça ne m'incite pas beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, effectivement, je veux voter pour des gens qui font quelque chose. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus dramatique. Tout à l'heure, je crois que M. Tesfaye l'a mentionné, lorsque les Français se sont vus interdire de rentrer en France, c'est monstrueux, interdire de rentrer en France. C'est l'Union des Français et l'étranger, c'est l'UFE, qui a dû mener ce combat devant le Conseil d'État pour que celui-ci publie un arrêt pour faire supprimer ce décret de M. Véran. C'est quand même scélérat. C'est le seul pays au monde qui interdisait le retour en France des Français de l'étranger hors Union européenne, alors que n'importe qui pouvait se poser à Roissy. De qui se moque-t-on? Enfin, voilà les 2 raisons pour lesquelles je préfère voter pour quelqu'un qui défendra nos intérêts, même si c'est dans une minorité au Parlement. Merci. Oui, et sur ce point-là spécifiquement, je pense que c'est aussi une question de philosophie, c'est-à-dire que je vois le propos de Marc, en effet, dans le chat, hein, à savoir que il y a eu des restrictions de circulation durant la pandémie qui sont allées au-delà du pensable, en effet. Et ici, on a eu un vrai manque à être entendu et défendu pour justement nous permettre d'avoir la liberté nécessaire dans le cadre de cette pandémie. On a eu une vision extrêmement bureaucratique, extrêmement privative de liberté en France. Et c'était, à mon avis, un vrai manque de pouvoir trouver justement des voies qui fassent en sorte que l'on ait les marges de manœuvre nécessaires. Et pour moi, la liberté, c'est un principe essentiel que je défendrai sous différentes formes, auxquelles je crois fondamentalement. Et là aussi, c'est pour moi un élément de différence. Et justement, le Parlement, c'est une structure extraordinaire pour justement analyser ce que propose le gouvernement et dire non, le refuser, le changer quand c'est nécessaire. Et ça, c'est quand même une fonction essentielle du député, et il a cette capacité justement à voir ce que propose l'exécutif et à proposer d'autres solutions, d'autres chemins. Et puis quand la pression est suffisante, ça, en général, ça marche. C'est quelque chose de très important qui permet justement aux députés de protéger ici les intérêts des Français de l'étranger. Et c'est vrai que sur ces dernières années, on a vu ce manque d'intérêt, ce désinvestissement, paradoxal d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'espoir il y a 5 ans dans l'électorat de dire tiens, il y aura quelque chose de positif pour les Français de l'étranger. Toutefois, dès qu'on a vu en effet les crises particulièrement sévères qu'on a eu ces derniers temps, où les différents sujets qui nous tiennent à cœur, l'éducation, les investissements économiques, etc., il y a eu un vrai manque de solutions. Et là, on peut retrouver, à mon avis, avec cette élection, justement, la capacité à faire face à cette situation. Et à mon avis, ce sera vraiment au bénéfice de tous les Français ici. Et ce sera un vrai facteur différenciant par rapport à ce qu'on a vu durant 5 ans. Voilà, et avec également un ensemble de solutions, de valeurs, de principes qui s'appliquent beaucoup plus à nos besoins également que la vision portée par l'Alliance NUPES dans le cadre de cette élection, qui est un autre sujet qu'il faut avoir à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, points à mettre en avant? Je vois Dominique. C'est juste une question pratique. Est-ce qu'il va y avoir des envois d'informations sur papier
ou tout se fait en numérique? Parce qu'il y a quand même pas mal de gens chez nous qui ne sont pas tous connectés, ils ne sont pas tous sur Facebook, ils ne sont pas tous… Est-ce qu'il y a aussi des envois par le système, par la lettre, de choses papier, de documents papier, d'informations papier? Là, c'est le cas notamment pour le vote par correspondance, pour ceux qui ont choisi le vote par Non, correspondance. non, non. Je veux dire pour tous les votes. Bon, est-ce qu'on reçoit un courrier ou est-ce que c'est tout sur email? C'est une bonne question à poser aux autorités compétentes, hein, à l'administration. D'accord. De manière générale, hein, ouais. Vous dire quelque chose là-dessus? Pardon? Je peux dire quelque chose là-dessus? Bien sûr. Oui, il y a une expédition de toutes les professions de foi, comme il y a eu au présidentiel. Mais le problème, c'est qu'avec les délais, une bonne partie des gens risquent de la recevoir après les élections. C'est quelque chose que moi j'ai vu durant la présidentielle, en effet, puisque j'ai reçu les professions de foi de différents candidats quelques jours après le premier tour. Et enfin pour le premier tour, donc après avoir voté. J'ai ici signalé ça au consulat qui est revenu vers moi en évoquant que c'était géré par Paris, qu'ils n'avaient aucune marge de manœuvre là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des situations qui sont possibles, qui sont des choses qu'on peut attendre en effet à nouveau pour cette élection. C'est à mon avis très regrettable et très dommageable puisqu'il faut une bonne information pour permettre aux citoyens de voter, pour permettre de choisir. Il y a en effet cette question de comment on a l'information, puisqu'en effet, eh bien, beaucoup ne suivent pas activement leur mail ou même en effet les réseaux sociaux. Si on prend l'ensemble des électeurs, c'est en effet une partie ou une petite partie qui s'informe de cette façon. Beaucoup attendent ici d'autres supports, d'autres formats. Le papier est très bien puisque ça permet bien d'avoir justement cette vision comparative. Et j'espère que les choses seront acheminées dans les délais. Après, voilà, d'expérience, il faut justement faire un effort pour s'informer par soi-même, pour aller sur Internet. Typiquement, c'est quand même positif d'avoir les différentes circulaires aujourd'hui qu'on peut comparer pour les candidats qui en ont une, puisque plusieurs n'ont pas de circulaire, donc pas de profession de foi disponible, mais c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les délais ou qu'ils n'ont pas voulu le faire. C'est leur choix. En tout cas, il y a ici une base de comparaison qui est intéressante, qui permet justement d'aider à la décision, qui est un point important. Et ensuite, pour les années qui viennent, hein, je pense que de remettre à plat ce type de procédure au niveau consulaire et administratif, on a vu également la question du vote en ligne, hein, puisque tout le monde a reçu, pour ceux qui ont des identifiants et qui peuvent voter en ligne, ils ont reçu ces derniers jours un deuxième mail, puisque le premier, eh bien, il y a eu des problèmes techniques, des erreurs, et ça a obligé à régénérer les identifiants, les différents types d'informations dont on a besoin pour voter. Et là aussi, c'est quand même un sujet qui interpelle et qui pose question. Le vote commence demain, c'est beaucoup d'incertitudes et de risques sur le processus. Je trouve que c'est dommage. Et là, ça mérite justement de traiter ça à l'aune de notre administration consulaire. Et là-dessus, c'est le travail des élus, évidemment, d'alerter et puis de trouver des solutions dans ce domaine. Et il y a eu beaucoup de manques ces dernières années, beaucoup de choses qui sont passées comme ça sous silence ou sans réaction. Je pense qu'on a ici un beau chantier en face de nous et beaucoup de choses à faire pour rapprocher la démocratie des citoyens et le faire en particulier à l'étranger ou sur une situation spécifique. Je vois par ailleurs que Benoît a levé la main. Oui, alors j'ai juste une remarque, pas une question en fait, mais vous avez évoqué les mails et la possibilité en fait de mener une campagne en ligne, ce qui est très bien, moi j'apprécie beaucoup. Je tenais juste en fait à vous signaler, et je suis probablement pas le seul dans ce cas-là, que
Moi, dans ma boîte mail, j'utilise Gmail, je ne suis pas le seul à utiliser Gmail, hein. Moi, dans ma boîte mail, les mails des candidats, surtout de la droite et du centre d'ailleurs, se retrouvent dans le spam. Donc, c'est un peu par hasard que je me suis aperçu que vous aviez une réunion en ligne ce soir. Je me suis inscrit. Ce matin, vous avez été réactif, je vous en remercie. J'ai donc du coup aussi loupé votre réunion à Vienne hier, parce que c'était dans mes spams. Alors, j'ai une explication à ça, en fait, hein. C'est pourquoi ça se retrouve dans les spams, il faut que les gens signalent que c'est du spam. Il y a des gens qui signalent, quand ils ne sont pas intéressés par un candidat particulier, ils peuvent se désinscrire en fait, de la liste de diffusion. Il y en a certains qui préfèrent signaler que c'est un spam parce que ça permet de mettre tous les candidats dans le spam. Bon, il se trouve que c'est surtout les candidats de droite et du centre qui se retrouvent dans les spams. Ça laisse une petite idée aux gens qui sont vraiment démocrates, quoi. C'est juste mon commentaire. Le danger des campagnes en ligne, quoi. Oui, c'est pas une façon idéale en effet de faire campagne, hein. Ça, il faut le reconnaître. Après, il y a en effet donc un cadre qui permet de justement protéger les données, de respecter les règles dans ce domaine. Donc tous ceux qui en effet ne souhaitent pas avoir de sollicitation, ils peuvent simplement l'exprimer. Et moi, ma compagne le fait et le fera toujours. C'est pour moi un point essentiel, évidemment, de protéger les données de chacun et la volonté de ceux qui veulent pas être informés de ne pas l'être, tout simplement, évidemment. Mais en revanche, c'est aujourd'hui un des principaux moyens justement pour permettre d'échanger cette information, de partager nos positions, et c'est un élément essentiel pour la campagne. C'est pas toujours facile techniquement. Il y a beaucoup de gens qui justement apparaissent mécontents d'avoir des informations des différents candidats, vous le font savoir. Ce qui est dommage, puisque si jamais il n'y avait pas ces mails, vu ce qu'on vient d'évoquer sur les formats papier, la communication de l'administration, il y aurait un vrai problème à pouvoir être informé, à savoir qui se présente, qui fait quoi et quelles sont les positions de chacun. Donc, ça fait partie en effet des spécificités qui sont importantes quand on est à l'étranger. Et ensuite, en effet, sur le plan technique, c'est là aussi voilà, quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, puisque ça permet de partager de l'information, ça permet d'échanger. C'est un support important quand on est dans différents pays, dans différentes zones, et puis qu'on n'a pas forcément en effet des façons simples de savoir qui est en lice, etc. Et après, là, la dimension en plus, c'est qu'on a eu ces débats justement entre candidats ces derniers jours. Donc ça, c'est intéressant, puisque là, ça m'a permis justement de mettre aussi un visage derrière chaque candidat, de pouvoir mieux comprendre la personnalité, le positionnement de chacun, et maintenant d'avoir cette vision claire sur la ligne de départ et de pouvoir communiquer autour. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est finalement assez rare. Quand je discute autour de moi, je vois qu'on a ce chiffre de 16 candidats en tête. Parfois, certains ont du mal à voir quelle est l'offre derrière, qu'est-ce que ça reprend en termes d'échiquier politique. Et justement, c'est là aussi un manque quelque part, ou quelque chose auquel il faut pouvoir songer, à savoir comment s'assurer que chacun ait la bonne photo de départ au début, comprenne le positionnement des uns et des autres, et puis puisse faire de ce point de vue son choix sans difficulté. Et voilà, et en effet, après, voilà, c'est aussi, pour compléter là-dessus, moi, je trouve important que tous les candidats puissent s'exprimer. Je pense que c'est un point pour la vitalité démocratique, c'est-à-dire permettre cet échange d'informations. Et évidemment, il faut le permettre. Et ça fait partie justement du pluralisme et de la capacité à avoir des propositions ou des lignes d'action différentes et qui parfois convergent. Ça, c'est aussi un point important, à savoir qu'on peut voir qu'il y a certains points où on pourra, à mon avis, travailler ensemble à l'avenir. Et c'est aussi rassurant de voir que, alors qu'on est dans une situation politique au global particulièrement tendue et avec des extrêmes qui sont au plus haut et qui n'ont fait que se renforcer durant 5 ans, un aspect pour pouvoir réconcilier les citoyens avec la démocratie, c'est d'avoir un dialogue restauré, d'avoir une capacité à trouver des solutions, à apporter des réponses aux problèmes qui se posent.
Et ça passe évidemment par cette représentation démocratique et aussi par justement des lignes qui s'éloignent de ces extrêmes, au sens où on a là des visions quand même très, très artificielles qu'on plaque un peu sur nos réalités. Un des atouts, en tout cas, de ma candidature, en termes justement de philosophie et d'approche, c'est justement la volonté d'être réaliste, c'est-à-dire de regarder ce qu'il est possible de faire et d'apporter des solutions concrètes pour changer la donne, mais de manière qui soit faisable, qui soit pas seulement un doux rêve ou une illusion. Et parfois, bon, justement, ça permet aussi de mesurer dans ces communications que certains sont loin de nos besoins, de nos priorités. Je vois Dominique qui lève la main. On t'entend pas, Dominique. Oui, vas-y, c'est bon. À Thierry Payet. Ok. Thierry. Oh, si Thierry veut parler, c'est ça? C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Oui, s'il n'a pas levé la main, en effet, Thierry, je vais réactiver le son. Thierry, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Oui, je peux Super. parler. Bon, Voilà. bonsoir, Thierry. Oui, non. Bonjour Philippe, c'est bien de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Ça montre un peu, je dirais, ton sens de la démocratie et le fait que tu es bien un élu de terrain, tu as envie de savoir ce que l'on pense et comment on ressent tes idées. Je voudrais revenir un tout petit peu sur deux petits points. D'abord sur le candidat actuel, enfin sur le candidat sortant que représente Monsieur Petit. On dit bon, ben, il a fait le job. Pour moi, il a été un bon petit soldat LRM, qui maintenant s'appelle Renaissance d'ailleurs, et pendant ces 5 ans, il n'a fait que nous rendre compte des textes qui étaient, je dirais, qui ont été décidés au niveau de l'Assemblée nationale, mais en aucun cas, il a porté nos particularités. Je citerai, je dirais, un exemple simple. Dans la dernière année qui vient de s'écouler, le montant des bourses attribuées a diminué de 10 millions d'euros. Et cela alors que le nombre de demandeurs ont été plus importants, ce qui veut dire que les Français qui mettent leurs enfants à l'école aujourd'hui ont reçu moins de subventions. L'école aujourd'hui, l'école française, je parle pour Munich, moi je suis en Allemagne, je suis donc en Bavière. Aujourd'hui, il y a des familles qui vont venir et qui sont expatriées pour 3, 4 ans, 5 ans et qui se doivent de mettre leurs enfants dans l'école française pour ne pas perturber leurs enfants parce qu'ils risquent de revenir sur le territoire national. Et bien aujourd'hui, mettre ses enfants à l'école française à Munich, c'est un sacré sacrifice pour beaucoup de parents. C'est une charge financière assez importante. Et ça, par contre, il n'a rien fait. Il a bien laissé diminuer l'enveloppe budgétaire. Il n'a pas combattu cela et il rend compte de lois qui ne nous intéressent pas forcément. Donc, l'élu que tu seras, j'espère que tu pourras apporter nos particularités et regarder dans les textes qui vont être votés quelles sont les conséquences pour les expatriés et quels sont les modificatifs qu'il faut apporter, ce que n'a pas fait le Petit. Quand Petit également constate que la voiture de notre cadre de vie en tant qu'expatrié, il constate que nos relations de consulat, nos démarches administratives, etc., le véhicule est en panne, mais il n'est pas dans l'opposition, que je sache. Il est quand même dans la majorité. Il n'est pas là pour faire des constats. Il est là pour nous dire, voilà ce qu'on en a fait, voilà ce qu'on va faire. Or, en 5 ans, les effectifs ont diminué, les subventions ont diminué, qu'ils ne nous disent pas qu'il s'est battu pour nous et qu'il a amélioré la vie quotidienne des expatriés. Un élu d'expatriés, donc un élu, pour nous, à cette circonscription, doit aller à l'Assemblée nationale pour apporter une voix, dire voilà ce qui se passe sur le terrain, voilà ce que vos textes risquent de créer sur le terrain, etc., etc. Et il faut arrêter de prendre les expatriés pour des vaches à lait, puisqu'en France, on considère que ceux qui sont à l'étranger gagnent nettement bien leur vie. Et d'ailleurs, pour revenir vers NUP, qui sont un agglomérat, je dirais, de partis politiques qui n'ont pas forcément grand-chose de commun, ils n'ont comme idée de partager l'argent des voisins, c'est-à-dire notamment ceux des expatriés. Donc, je crois que Petit n'a pas fait le job. Il a été un bon petit soldat LRM, mais il n'a pas été, à mes yeux, un député tel que je le conçois, tel que je le définis pour les expatriés.
Quand après, pour dire les différentes parties qu'il y a, bon, parce qu'il y a tellement de candidats que je suis sûr que beaucoup ne savent pas qui est qui. On retient bien sûr ta candidature parce que tu es LR et le centre, on retient Petit parce qu'il est sortant, on retient NUP parce qu'on entend parler beaucoup à la télévision, mais mis à part, je dirais, ces trois candidats et Volt éventuellement, on ne sait pas ce que font les autres. Mais ce qu'il faut voir aussi, ce que les gens doivent comprendre, c'est que NUP est un agglomérat je dirais, de partis politiques qui ne s'entendront pas après les élections, puisque leur union n'est uniquement due pour essayer de gagner des postes. Là aussi, on est en train de nous mentir, puisqu'on essaie de faire croire que Mélenchon voudrait être Premier ministre. Or, sur les 577 circonscriptions, lors du premier tour présidentiel, cet agglomérat de partis n'a fait que 30 à 50% que dans 199 circonscriptions. Donc, même s'il faisait carton plein, il n'aurait pas la majorité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, maintenant, LRM, qui s'appelle Renaissance, a créé ce qu'on appelle Ensemble, avec Horizon, avec Agir, avec Modem, etc., etc. Mais comme Macron ne va pas se représenter, après les élections, ils vont commencer à tirer les couvertures à eux parce qu'il va falloir se battre pour essayer de remplacer Macron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'un vrai parti qui a des racines et qui aura une base importante. Déjà, les LR sont 101 aujourd'hui à l'Assemblée. Il faut souhaiter qu'ils soient un peu plus pour avoir un vrai parti avec un vrai nombre de députés cohérents et logiques et je dirais stables sur leurs convictions pour pouvoir défendre des idées stables parce que les autres vont se diviser en permanence et n'auront aucune majorité, aucune idée commune qui pourront nous servir. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et pour terminer, au sujet de la campagne, vous savez qu'elle est très courte, elle est coupée par le pont de l'Ascension. Nous allons voter le 5 juin qui est le week-end de Pentecôte. On a eu ces problèmes au niveau du vote par correspondance qui commence demain. Et déjà, on a eu donc demain le premier, le second qui annule le premier, etc. Donc, ça va pas, je dirais, encourager les gens à voter. On aura donc une abstention. Et cette abstention, elle a l'air d'être entretenue. Et il faut savoir quand même que pour être au second tour, il faut avoir 12,5% des inscrits, ce qui veut dire qu'avec le nombre de candidats que nous avons, très peu pourront l'obtenir. Et même si on ne l'obtient pas, ce sera que les deux premiers qui pourront être au second tour. Voilà. Donc, il faut amener les gens à voter, comprendre que chaque voix est importante et qu'il faut aujourd'hui à l'Assemblée un vrai parti avec des convictions et que les ensembles que sont créés NUP et qu'a créé Ensemble sont des ensembles qui vont se désagréger aussitôt les élections terminées. Et ça, ce sont deux bombes à retardement. Et si on ne veut pas le chaos pour les 5 ans à venir, il faut voter pour un candidat de conviction et un parti qui aura une bonne assise et un bon nombre de candidats. Voilà ce que je voulais dire. Je m'excuse d'être, je dirais, aussi violent, si on peut dire, dans les propos peut-être, mais je tenais à le dire, à passer ce message-là, parce que nous avons un excellent candidat à travers toi, Philippe, certes, mais je crois que chacun doit de son côté faire attention à ce qui est dit, à ce qui est fait, et surtout qu'il ait bien conscience que les deux ensembles NUP et Ensemble donc, sont des partis qui vont se désagréger après les élections et qui créeront le chaos et la panique au niveau des Français si on n'arrive pas à avoir au contraire un pilier plus solide au milieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et merci de m'avoir donné la parole en tout cas. Merci Thierry pour partager cette passion et ces points très justes, notamment sur la situation politique, à savoir qu'on est ici pour la première fois, on aura cette réforme qui empêche au président de se représenter pour un troisième mandat. Et bien cette réforme qui date d'il y a quelques années, elle sera en vigueur. Donc il y a le risque que dès le lendemain des législatives, pour ce qui est du côté en effet situation politique nationale, dès le lendemain des législatives, on ait ce problème de légitimité ou de questions en effet sur quelles sont les forces en présence et quelles sont celles qui veulent remplacer justement le président. Donc le président a ici un ensemble politique qui a été construit autour de lui, en tout cas c'est cette idée avec LREM, et la question de la succession sera essentielle et elle risque en effet de se poser très vite. Et là-dessus, nous, ce qu'on peut apporter au niveau de l'Union de la droite et du centre, c'est le fait d'être justement le premier parti de France en nombre d'élus, donc avec une vraie assise dans le pays et une vraie connaissance de proximité et des enjeux des Français, donc un peu partout, et en particulier pour les Français de l'étranger, puisque c'est vrai que c'est notre spécialité depuis de nombreuses années, au sens où ici on a justement des élus engagés qui sont volontaires, mais qu'il faut également renforcer, puisqu'on en a un certain nombre aujourd'hui qui sont actifs au niveau du Sénat,
eh bien, l'Assemblée nationale, ce serait la meilleure plateforme pour nous permettre justement de mieux défendre les Français ici, de mieux porter notre voix avec plus d'énergie, plus de pression quand ça va mal, et de votre capacité aussi à évidemment à appuyer ce qui va bien. Mais c'est vrai que c'est quand même un contexte qui doit conduire chacun à être prudent au niveau de cette élection, surtout quand on parle des 16 candidats, il y a un certain nombre de candidats qui le font quand même dans une démarche un peu, entre guillemets, subversive, c'est-à-dire que ils se déplacent pas, ils ont un biais très spécifique, mais ils le font pas pour les Français de l'étranger, cet engagement, ils le font pas pour nous, ils le font pour d'autres causes, d'autres idées, c'est aussi un problème démocratique si jamais ils sont trop influents, puisqu'il y a dans ce cas-là un vrai risque de ne pas pouvoir s'en prendre et travailler ensemble. Donc là-dessus, je pense qu'on a un positionnement qui est clair, qui n'est pas une alliance contre nature, puisque c'est vrai que, notamment sur l'engagement européen, les socialistes et les écologistes ont vraiment renoncé à leurs convictions pour faire alliance avec les Insoumis, qui ici, j'en discutais là aussi avec leurs candidats cette semaine et ces derniers jours, qui proposent cette désobéissance sélective sur l'Europe, alors que pour moi, c'est un sujet où justement il faut faire très attention, à savoir que ça ne va faire qu'isoler la France, de commencer à jouer avec nos propres règles et de ne plus suivre les démarches communes. C'est-à-dire que moi, c'est un domaine qui me tient à cœur, l'Europe, au sens où je travaille dans une union européenne, donc je travaille dans une institution avec plein de nationalités au niveau européen. Je pense que c'est une force de pouvoir négocier, convaincre nos partenaires et aller ensemble dans la bonne direction. En revanche, cette volonté de NUPS, de sortir de manière sélective de tout un nombre de dispositifs et d'actions parce que ça leur va pas, c'est quand même quelque chose qui, là aussi, ne fait pas le pari de la démocratie et voilà, de la capacité à trouver des bonnes solutions pour nous. Donc c'est un discours assez inquiétant à cet égard. Et il y a eu en effet tous ces manques dernières années pour le reste sur les Français à l'étranger qu'on a évoqués. Je pense qu'on a ici une belle plateforme pour faire mieux. Alors, je vois des questions. Oui, alors Benoît souligne très justement que il y a en effet des incertitudes sur la recomposition politique après ces législatives. On peut voir en effet ce que ça donne. Moi, je pense néanmoins que cette alliance NUPS, elle est vraiment électorale et en discutant avec les différents responsables et militants à leur niveau, je trouve que pour beaucoup, il y a quand même de vraies difficultés à soutenir, surtout pour nous ici dans la zone Europe centrale, Allemagne-Balkan, à soutenir une ligne côté insoumis, qui porte cette candidature avec le soutien de partis communistes. C'est quand même ici une ligne qui passe pas, et je crois qu'on a avec ma candidature des valeurs qui reflètent bien ce qui peut plaire et ce qui peut correspondre aux besoins de la majorité des Français ici, et de le faire de façon constructive, alors qu'on a à contrario une vision très radicale, très militante, avec aussi une candidate qui a pas beaucoup d'expérience, qui est relativement jeune, donc très verte de ce point de vue, si je puis dire. Et ça peut être quand même un vrai problème le moment venu en termes de représentation pour nous, pour nos besoins. Voilà. Une question de Marc en complément. Donc ça, je peux laisser en effet chacun répondre dans le chat, mais sur ce point spécifique. Mais moi, ça me permet de rebondir sur un aspect plus large, à savoir cet aspect administratif, puisque Marc évoque en effet le fait qu'il y ait ici l'espace santé numérique en France, mais un certain nombre de besoins administratifs que l'on ait et qui soient difficiles de faire depuis l'étranger. Donc ça, on avait un problème déjà de conception, à savoir que il y a beaucoup de plateformes administratives françaises qui ne sont pas adaptées pour les Français de l'étranger. On aura des difficultés à mettre un numéro étranger, on aura une difficulté à avoir de l'aide
et un appui depuis l'étranger. Il peut y avoir des numéros verts qui sont uniquement accessibles en France. Il peut y avoir un manque de lisibilité sur les procédures et sur la façon justement de eh bien pouvoir faire en sorte qu'on ait ce qu'on souhaite, donc dans les différents domaines. Là, c'est le cas de la santé, qui est un domaine important. Mais pour moi, l'architecture, elle est à revoir fondamentalement. Fondamentalement, donc c'est pour ça que dans mes propositions, il y a par exemple, alors donc au niveau, si on prend tout le cycle, on a l'entrée dans notre pays d'accueil, la vie ici, et ensuite les procédures de retour. Pour ce qui est d'abord de l'entrée et du retour, je pense qu'il faut vraiment passer par un portail unique, à savoir une plateforme qui permette de voir toutes les composantes eh bien, du fait de quitter la France donc, pour travailler ici ou vivre ici en Europe centrale ou à contrario retourner en France à un moment donné. Jusque-là, c'est actuellement une nébuleuse de plateformes de procédures et dont certaines sont aussi contraires à nos intérêts ou à nos besoins. On peut penser au délai de carence pour l'accès à la sécurité sociale. Donc 3 mois, ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment y mettre fin puisque ça crée beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes concrets. Et là aussi, c'est un sujet dont on parle très peu, en tout cas qui est évoqué de manière assez frileuse en général, alors que c'est pour moi quelque chose d'essentiel et de fondamental, et qui va dans le bon sens, c'est-à-dire simplifier, rendre plus souple nos vies, donc nous simplifier la vie au quotidien, et aussi être à la hauteur et être bien justement capable de trouver des solutions qui soient eh bien, adapté à notre vie aujourd'hui. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté. Bon, le Covid, évidemment, a été un moment de pause, mais quand même, on a une mobilité qui est facilitée encore plus au niveau européen et dans une circonscription, beaucoup de pays sont dans l'Union européenne. Donc, on a quand même ici une vraie facilité à justement passer d'un pays à l'autre, à pouvoir retourner en France à un moment, parfois pour de manière courte, parfois plus longue. Et à chaque fois, en revanche, on se trouve dans une situation où on est un peu seul face à l'administration, où on n'a jamais le bon numéro, on ne sait jamais à qui s'adresser, où les gens ne vous répondent pas, y compris par mail, hein, dans les consulats, dans les administrations ici à l'étranger. Moi, j'ai eu plein de procédures où personne n'était en mesure de m'apporter une réponse, une aide, un appui. Alors, il faut vraiment se battre et c'est compliqué. Et il y a cette manque de vision justement homogène, simple, etc. Et là-dessus, moi, c'est un domaine où j'ai cette expérience que j'évoquais à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, donc en lien avec le monde économique, et où j'ai vu comment on mesure la performance et comment surtout on simplifie les processus de manière efficace, juste. Et il y a des façons de le mesurer. Et là, pour moi, c'est un point d'action important pour les députés ici, à savoir rendre compte justement de ces différences, de ces difficultés qui sont nombreuses, et ensuite encourager. Ça, ce sont des solutions qui, avec un peu de volonté politique, sont pas compliquées à mettre en œuvre, mais faciliteraient grandement nos vies, iraient dans le bon sens, celui de la simplification, celui de rendre justement les différentes démarches bien plus abordables, plus simples bien pour nous. Et ça, je crois que c'est un élément quand même où il y a eu en effet un vrai manque d'action ces dernières années, où il faut changer la donne et où on est ici, on a une bonne vision pour ça. Donc ça, c'est au niveau de l'arrivée, au niveau du retour, et puis lors de nos vies ici, c'est vrai qu'on a toujours des besoins avec l'administration française à différents moments. On l'a vu aussi pour le vote en ligne. Eh bien, il faut pouvoir avoir accès aux différents portails, etc. Mais il y en a plusieurs qui sont plein de procédures qui sont juste pas adaptées vraiment pour nos Français de l'étranger. Et rien n'est dit, rien n'est fait là-dessus. Personne va vous dire justement que c'est son niveau de compétence. Et là, c'est une chance pour moi d'avoir ce député des Français de l'étranger. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis candidat, pour permettre justement ici d'avoir ce levier, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas juste dépendant comme peut être un consulat ou un diplomate, c'est-à-dire pas seulement une partie de nos pays ou une ville, etc., mais quelque chose de justement qui soit large, qui permette sur ce pays justement de voir quels sont les besoins partagés. Et ensuite, il y a vraiment des solutions sur lesquelles on traite ces dernières années et qui sont prêtes à mettre en œuvre, et de la volonté politique pour justement simplifier, rendre les procédures meilleures et plus adaptées. Donc c'est un point qui me paraît absolument essentiel et où il y a, à mon avis, un gros travail à faire. Et là aussi, souvent, on laisse les gens face à l'administration. Et c'est aussi valable dans le domaine des retraites, à savoir que c'est aussi un domaine où il y a beaucoup de besoins d'information et de lisibilité sur les procédures, puisque on a des profils qui sont de plus en plus avec des carrières dans différents pays,
avec donc une complexité de ce point de vue. Et là aussi, il y a souvent un face-à-face entre chacun et les administrations locales, sans avoir un dispositif d'accompagnement qui soit suffisant, ou alors qu'on laisse au secteur privé. Et je pense qu'ici, il y aurait beaucoup à faire pour améliorer également cette connaissance, et aussi nous permettre, quand on entre dans un pays, quand on commence à travailler dans un pays, de connaître en français, de comprendre quel est le régime local, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les liens avec le système français. Moi, c'est ce que j'ai commencé à travailler en Slovaquie, et ensuite en Autriche plus longuement, et j'étais livré, j'étais seul face à l'administration locale pour comprendre quel était le régime, quels étaient les tenants et les aboutissants de ce qu'on me proposait, et j'ai dû faire un gros travail par moi-même. Et ça, je pense qu'il y aurait eu des façons de le simplifier clairement sur le plan administratif. Pour ça, il faut de la volonté politique, et il faut le faire remonter, donner une tribune pour ce type d'enjeux qui sont pour moi assez essentiels, et à côté desquels on peut facilement passer. C'est ce que j'ai vu ces derniers temps. Donc voilà. Et je vois ici Joël François qui veut intervenir. Voilà. Oui, j'étais intéressé par ce qu'il venait de dire, en particulier la réflexion sur le spam. Il y en a deux autres. J'avais un jour un problème de sécurité sociale qui ne se réglait pas, ça mettait 3 mois. J'étais 2 fois en France en aller-retour depuis Berlin, c'est quand même un peu long. Et à l'occasion, je suis à l'ambassade de France, et le 14 juillet, je vois l'ambassadrice et je lui raconte qu'est-ce que c'est que cette histoire, quand on a un problème de sécurité sociale, à l'ambassade de France, on n'a pas d'interlocuteur. Vous savez, je crois, une collaboratrice s'occupe des questions de santé. Et à l'instant, elle va me chercher cette dame, elle me la présente. Bonjour madame, voilà, j'ai un problème avec la caisse de sécurité sociale, et l'ambassade de France, reposant, l'aide c'est 0. Ah, mais moi c'est très simple, je ne peux pas avoir contact avec eux parce qu'ils ont un numéro de téléphone payant, donc nous n'appelons pas les numéros de téléphone payants depuis l'ambassade de France. On peut rajouter, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on a fermé le standard il y a 2 ans et demi du consulat, qui était là à mi-temps, et qu'on a fermé il y a 4 ans le standard de l'ambassade de France à Berlin. Si vous n'avez pas le numéro direct des gens, vous n'avez qu'à appeler, faites expérience, vous verrez, ne perdez pas votre temps. Même au bout de 3 heures, vous n'aurez personne. Vous pouvez avoir personne, effectivement. Il y a un standard, il y a une pièce qui est un standard, qui est tout à fait et qui est fermé à clé depuis maintenant 3 ans et demi. Voilà. Alors, il y a 2 choses. Pratiquement, quand on a des problèmes à régler en France, si vous le faites sur Internet, bien souvent, il y a des sites français comme aux États-Unis où vous n'avez pas accès. Pourquoi? Parce que vous êtes détecté comme étant à l'étranger, donc du coup, hop, vous ne pouvez pas accéder à la plateforme. Donc moi, par exemple, si je veux accéder en France à une plateforme française, avec un VPN, je me mets sur la France. Comme ça, quand j'écris, on voit que j'ai écrit depuis la France. Quand je me connecte, on voit que je connecte depuis la France, et là, on me répond. Sinon, je n'ai souvent même pas accès. Donc, le VPN sur la France, c'est déjà une première chose. Il y en a une deuxième pour le téléphone. Moi, depuis 5 ans que je suis à Berlin, 2 numéros de téléphone français fixes sur des lignes IP. Ça coûte moins cher que les abonnements locaux. J'ai le monde entier en illimité, le monde entier. C'est des solutions françaises. Donc, il y a Bouygues qui en fait une, il y en a d'autres, il y avait OVH qui en faisait aussi. Bon, donc vous avez un numéro de téléphone IP qui est branché sur votre box, vous avez un numéro parisien. Vous pouvez afficher ou pas afficher le numéro. Mais là, vous pouvez téléphoner à n'importe quelle administration française, vous appelez n'importe quel ami qui est en Roumanie, en Bulgarie, en Hong Kong ou ailleurs, c'est gratuit, c'est illimité. Donc, pour 30 €, il y a des investissements à faire. Et là, au moins, quand vous appelez en France, vous avez un numéro français, on va vous donner un numéro français, vous êtes accessible. Sinon, soit c'est un numéro payant, on ne peut pas l'avoir, un numéro gratuit français, on ne peut pas l'avoir non plus, parce que si vous faites 0800, vous êtes dans le pays où vous êtes, c'est tout. Donc, des solutions, il y en a. Ça, c'en est une pratiquement. Voilà, je voulais dire. Non, mais merci. Et c'est vrai que le fameux système débrouille qui peut fonctionner dans plusieurs cas. En revanche, il y a quand même ce manque d'adaptation aux Français d'étrangers de beaucoup de procédures essentielles. Il n'y a aucune raison de faire comme ça des ruses dessus pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. Donc c'est en effet quelque chose à avoir à l'esprit. Je vois Benoît qui veut intervenir. Oui, c'était pour abonder dans le même sens. Bon, on a tous des histoires comme ça. C'est pas le sujet. Bon, merci pour les bons tuyaux, Joël François.
Mais moi, j'aurais envie de dire, le problème est plus grave que ça. C'est un problème, et on parle de la représentation nationale, mais c'est un problème national. À savoir que même en France, bon, moi j'ai quitté l'Autriche en 2018, je suis revenu en 2021, à chaque fois ça a été un cauchemar. Pour les raisons que vous soulignez, mais pas seulement, parce que les Français qui restent en France sont confrontés au même problème. Tant que vous êtes dans le système, que vous n'êtes pas un cas extraordinaire, et on devient assez vite un cas extraordinaire, tout se passe bien sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous voulez joindre quelqu'un, même avec les numéros verts ou les numéros payants même, vous tombez sur des standards avec des gens qui sont pas formés à traiter les problèmes particuliers. Et vous n'avez plus accès en fait aux fonctionnaires. Donc, on s'est arrangé pour couper le lien entre les fonctionnaires et les citoyens. Et les quelques cas en fait particuliers, et Dieu sait si les Français de l'étranger font partie des cas particuliers, ben sont souvent un peu insolubles. Alors, c'est pas non plus complètement insoluble. Moi, sans raconter ma vie, je suis revenu en Autriche. J'ai un enfant qui est dans un autre pays, un enfant mineur qui est dans un autre pays. Par défaut, sur servicepublic.fr, il était inscrit avec moi en Autriche. J'ai contacté le consulat de France à Vienne, qui a pu me donner un contact personnel dans l'autre pays, introuvable sur Internet. Alors, je tombe sur un fonctionnaire en fait qui est serviable, des deux côtés d'ailleurs, hein, en Autriche comme au Japon. Mon cas s'est réglé très vite. Mais le problème, c'est que si je n'étais pas tombé sur des gens qui étaient serviables, ou simplement si je n'avais pas pu avoir accès à eux, ben mon cas restait insoluble, alors qu'il s'est réglé relativement rapidement. La force, je dirais, de nos circonscriptions, c'est que comme on est assez peu nombreux et que nos consulats aussi sont quand même, enfin, c'est pas non plus des bataillons, donc il y a ce lien humain, on peut le conserver encore. Et je crois que c'est ce point sur lequel il faudrait appuyer, garder le lien humain, et puis au niveau national, essayer d'expliquer que c'est très bien de tout automatiser, mais qu'il faut garder un guichet, non seulement pour les Français de l'étranger, mais pour les Français tout court, pour les cas particuliers. Je crois que l'Estonie est un des pays qui fait ça très bien et automatiser énormément de choses sous forme électronique. Néanmoins, ils gardent toujours un guichet avec un accueil humain. Et c'est ça qui nous manque. Moi, c'est juste la remarque que je voulais vous faire, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous concerne, nous, bien évidemment, mais tous les Français en général. C'est désastreux d'avoir coupé le lien entre les Français et leur administration. C'est un constat que je partage également. J'ai vu dans ma carrière des procédures digitales institutions qui fonctionnaient extrêmement bien, qui étaient très souples, très réactives. Donc, c'est des choses qui existent si on se donne les moyens. Et quand on le compare avec ce qui existe côté procédures administratives françaises pour les Français de l'étranger, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, ça veut dire que ici, il y a un problème en effet d'investissement et de plateforme qui crée ces difficultés et ces tensions. En revanche, sur la façon dont on doit avancer à l'avenir, je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire il faut plus de digital, puisqu'il y a des choses qui doivent être faites en ligne de manière simple, souple, et bien intuitive, et ça, les solutions existent techniquement, il faut juste avoir la volonté de l'adapter à notre cadre administratif français, donc d'avoir justement l'attention et les moyens nécessaires, mais c'est des choses qui ne sont pas très, très complexes, mais où il y a eu un manque d'intérêt ces dernières années pour justement prendre en compte ces technologies et les adapter justement à nos besoins, à nos procédures. Et en même temps, évidemment, au même moment, le fait d'avoir du présentiel. Et là, ça devient intéressant. C'est une marche qu'on observe dans d'autres domaines d'ailleurs, c'est-à-dire que le présentiel reste essentiel, mais il permet dans ce cas d'avoir plus de conseils, par exemple, de traiter au cas par cas les solutions, d'avoir des situations spécifiques qui soient mieux adressées. Et il y a un vrai problème aujourd'hui qui est justement l'incapacité déjà à avoir des rendez-vous et donc un présentiel. Donc, si on prend un certain nombre de formalités, tout ce qui est passeport, carte d'identité, etc., on vous propose des choses à 2, 3, 4 mois actuellement, alors qu'il peut y avoir des besoins d'avoir des documents plus vite dans de nombreux cas, très souvent. Et donc ici, on a donc cette difficulté à avoir des rendez-vous et également cette difficulté aussi au téléphone. J'ai essayé moi-même pour toutes sortes de procédures à passer par les téléphones des consulats. C'était mission impossible quasiment, extrêmement compliqué d'avoir bien ce qu'on souhaitait. Donc ça, pour moi, c'est la vision que j'ai exprimée, à savoir retrouver dans les consulats de véritables mairies, et ça, c'est avec une feuille de route claire
c'est quelque chose qui est absolument faisable et envisageable. Et ça veut dire donc de faciliter la prise de rendez-vous. Et ça, en effet, si on a de meilleures procédures digitales, ben, les deux iront ensemble, à savoir que beaucoup de choses sont traitées par elles-mêmes en ligne et d'autres, en revanche, il faut avoir clairement ce temps disponible, cette proximité entre l'administration et les citoyens qui me paraît absolument essentielle, absolument vitale à l'étranger, qui crée sinon des situations très difficiles, voire parfois de drames très durs. Hein. C'est aussi quelque chose qu'on apprend bah justement quand on est engagé pour les Français de l'étranger. C'est des situations voilà, très, très particulières, douloureuses, où des solutions auraient pu être trouvées si jamais il y avait eu une meilleure entente, une meilleure écoute des besoins ici des Français. C'est un point important. Pour ce qui est des consulats, donc plus de rendez-vous présentiels, plus de digital, aussi des tournées consulaires qui fonctionnent mieux, qui soient plus efficaces, plus présentes. Il y a beaucoup de consulats qui ont un peu abandonné ce format ou qui communiquent très peu ou pas assez, et ça, c'est un point important. Et ensuite, il y a au-delà de la simplification des démarches que j'évoquais, à mon avis, qui peut nous occuper voilà, pendant les prochains mois, les prochaines années, et là, j'ai une vision assez claire là-dessus. Il y a aussi des outils, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire des leviers, comme par exemple tout ce qui est consul honoraire. On a ici eh bien, un nombre et des pouvoirs à renforcer de mon point de vue, de manière à s'assurer que cette administration a également des relais sur place qui puissent eh bien, accompagner ce que va faire un poste consulaire sur le terrain et au plus proche des Français. Et tout ça permettra de combattre ce sentiment d'abandon qu'ont beaucoup de Français à l'étranger. C'est un thème qui, là aussi, revient chaque jour et qui n'a pas de raison d'être fondamentale, de mon point de vue. Au contraire, c'est ici une situation spécifique qu'on a en tant que Français à l'étranger. On apporte énormément à la France, mais aussi à nos pays d'accueil. On fait vraiment ce pont, ce lien, et on est des Français à part entière, des Français de plein droit. C'est quelque chose qui a été ignoré, mis de côté à plein de moments ces dernières années d'une façon qui est difficile de justifier ou de comprendre. Je pense qu'il est temps, en effet, de changer ici de dynamique, de changer d'approche et de retrouver ce rôle majeur qu'on a, ce rôle central. C'était l'idée, quand on a créé ce député des Français de l'étranger, de redonner une voix et justement une capacité d'action pour tous les Français qui sont à l'étranger, pour avoir eh bien autre chose que justement cette indifférence ou ce manque de prise en compte de nos besoins, de nos problématiques et manque de défense de nos intérêts. Voilà, c'est aussi le sens de ma démarche et ça, c'est un diagnostic voilà qui est renforcé, qui se construit avec les témoignages. J'ai entendu très peu de témoignages enthousiastes sur nos services consulaires. Ça doit interpeller quand même pour n'importe quelle eh bien procédure, n'importe quelle entreprise. On a toujours la qualité, la mesure de la qualité, c'est-à-dire qualité de service, qualité d'écoute, qualité de l'accueil, qualité de tout. Je pense qu'ici, si on démesurait notre performance, on serait très loin du but. Il n'y a pas de raison à ça. Ça, c'est pour moi une conviction et en tout cas une feuille de route claire pour les années qui viennent. Et à mon avis, voilà, beaucoup d'actions concrètes à mettre en œuvre et une possibilité de voilà, changer la donne clairement et de le faire de façon concrète. Donc ça, j'y crois. Je vois dans les messages, oui, en effet, donc les points spécifiques pour Amélie. Est-ce qu'il y a, donc ça fait déjà une heure et demie qu'on échange et qu'on a cette opportunité de dialoguer. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, d'autres eh bien remarques qui sont partagées qu'on peut avoir ici pour notre réunion ou pas, que ce soit via le chat ou en levant la main. Oui, Benoît, oui. Alors, je monopolise un peu le micro, mais c'est juste pour vous signaler, enfin, vous devez déjà être au courant que les trains de nuit, en fait, fonctionnent plutôt bien. Donc, la ligne entre Paris et Vienne a été remise, enfin, je parle de celle-ci, hein, a été remise en service. En décembre, oui. En décembre dernier, ouais. Et un tel succès qu'elle est quasiment toujours pleine. Hein. Faut s'y prendre 2-3 mois à l'avance, ce qui montre que ça répond vraiment quand même à une attente de la population.
Donc, je ne sais pas dans quelle mesure le député à l'Assemblée nationale peut faire grand-chose là-dessus, mais je pense que il est important quand même de faire remonter le message que oui, ça répond quand même, ça répond quand même à un besoin ou à une envie. Sinon, ça ne serait pas plein. On a l'impression un peu qu'ils ont été mis en service pour faire un peu gadget, quoi. Donc, regardez, on fait un peu d'écologie. Alors que pour le continent européen, des trains de nuit, mais des trains de nuit de qualité, hein, qui soient pas dangereux, parce que c'est la raison pour laquelle ils avaient été fermés en France. Bon, ça répond quand même à un besoin. Ça répond à un besoin réel et puis à une attente aussi de pouvoir se déplacer voilà, avec moins d'impact carbone. Et ici, c'est pour moi un combat aussi prioritaire justement de permettre justement cette mobilité en Europe entre la France et nos pays d'accueil facilitée par le train. Et là, pour moi, on est un peu au début. Parce qu'on parle à l'instant là de cette ligne Paris-Vienne qui a été très longtemps hors de service, qu'on vient juste de relancer. Il y a, en termes de performance, beaucoup de retours quand même sur le besoin d'améliorer le confort, d'améliorer le service pour d'améliorer le système de réservation, etc. Donc, c'est vrai que ça a été mis en place récemment. Il y a une prestation globale qui est renforcée pour faire comprendre justement que c'est la bonne solution dans beaucoup de cas, mais pour ça, il faut avoir bien cette prestation qui soit à la hauteur pour rendre quelque chose qui soit pas un gadget, mais au contraire le rendre ce train de nuit facile d'accès, plaisant, confortable et permettant d'être plus facilement connecté à la France. Et quand on regarde le réseau, donc on a regardé un peu en détail en effet les différentes lignes et en partant de l'Allemagne, on voit les différents pays. Il y a un énorme travail à faire pour renforcer le train de nuit, pour rendre les horaires plus adaptés, plus adéquats, pour créer des nouvelles lignes, pour simplifier, homogénéiser les différents standards, en effet, dans le rail européen. Ça, pour moi, c'est un chantier qui est fondamental, où il faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça devienne un moyen incontournable comme alternative à l'avion pour nos déplacements, pour notre mobilité. Il faut être exigeant justement pour le déploiement parce qu'il faut que ces lignes soient viables qu'elles soient en effet avec des bons niveaux de réservation, etc., mais aussi une bonne communication sur justement la différence que ça représente face à l'avion. Et pour ça, évidemment, il faut partir de l'offre disponible. Et là-dessus, elle est encore trop faible, elle est encore trop mince. Ce sont des tentatives qu'on commence à relancer, mais il y a le besoin d'avoir bien justement une visibilité politique encore plus large sur ces questions et de le faire à l'échelle de la circonscription, puisque on a quelques solutions aujourd'hui en place, pas assez, et il faut pouvoir porter ce développement du train de nuit, développement du rail comme alternative à l'avion sur notre zone de vie. Voilà, je crois que c'est en effet une bonne priorité, mais qu'il faudra beaucoup se mobiliser sur la question pour que ça devienne quelque chose de mieux géré, de plus simple, plus souple, plus disponible et que ça fonctionne mieux, tout simplement. Et ici, voilà, il faut regarder aussi les différentes compagnies aériennes. Moi, ces derniers jours, ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu les différents formats, puisque typiquement en faisant Francfort-Stuttgart, c'était un train qui allait vers la Croatie, donc un système croate. Là, quand j'ai fait Berlin-Hambourg, c'était un train tchèque qui venait de Prague. Donc j'ai vu différents types de services. Il y a notamment en Autriche, en effet, ici une offre qui est assez compétitive à l'échelle européenne. Là-dessus, la SNCF a encore beaucoup de retard à rattraper pour justement tenir ces standards qui sont en termes de fiabilité, qui sont en termes d'horaire, etc. Aussi en Allemagne d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de retard, beaucoup de difficultés logistiques. Étonnamment, c'est pas forcément ce qu'on aurait à l'esprit. Donc là, ça fait aussi partie des choses où il faut avoir justement une pression politique sur ces questions, une meilleure base de comparaison entre les offres au niveau européen et voilà, permettre de trouver eh bien le chemin pour le renforcer et le faire de manière adéquate et viable économiquement. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est une révision et ça fera beaucoup de travail, je pense, dans les années qui viennent
pour avoir un vrai grand rail européen de qualité, qui fonctionne bien, abordable, où on puisse avoir voilà, un avantage en termes d'empreinte carbone et on est encore très loin aujourd'hui de cette vision. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail en perspective. Et oui, en effet, les lignes de nuit relancées en France, c'est vrai que c'est pour certaines, en effet, on est encore loin de bons standards et ça peut justement avoir l'effet inverse qui est très dommage, à savoir faire en sorte que voilà, si la prestation est pas au rendez-vous, si le confort est pas au rendez-vous, on a le risque que les gens eh bien ne le prennent pas à l'avenir. Donc d'avoir ce problème in fine de rentabilité économique. Et ça passe. Il faut avoir quand l'offre est commercialisée qu'elle soit robuste et de qualité. Et c'est pas nécessairement le cas. Il y a encore, on a eu beaucoup de travail à faire là-dessus. Oui, Joël François. Il y a une chose qui me paraît primordiale, je pense, et qui entre, je pense, dans les fonctions de parlementaires français élus de l'étranger, c'est de changer l'image de marque des Français de l'étranger. Parce que si on attend quelqu'un à Paris pour le faire, on peut l'oublier. Et la deuxième chose est de dire que j'ai voyagé toute ma vie, que j'ai voyagé, c'est changer de capitale 3-4 fois par semaine pendant 25 ans. Hein. Bon. Donc, quand on a voyagé, on a rencontré beaucoup de Français, on se rend compte que moi, j'ai rencontré des Français partout, dans tous les pays du monde, partout, et bien souvent, ce sont des modèles d'intégration. C'est un Marseillais en Pologne qui a réintroduit le rugby. Bon, des gens extraordinaires en plus. Hein. Bon. Et il y a quelque chose aussi, c'est que ces gens sont souvent de très grandes réussites. Et aussi, ces gens accompagnent notre industrie à l'étranger. Donc, leur image de marque doit changer. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, sur ce sujet, jusqu'à présent, on n'a trouvé personne. Bon, les Républicains n'ont pas d'élus dans la dernière élection législative. On l'a vu d'ailleurs, hein, on a vu le résultat. De Modem et les autres, il y en a une qui est être élue de Singapour. On la voyait tous les jours sur CNews, hein, et on ne la voyait jamais dans sa circonscription. Celle-là, bon, je n'ai pas d'affection particulière pour le Modem, mais à l'étranger, je les ai vus à Bruxelles, ça m'a suffi. Alors ici, c'est pareil, en Allemagne, c'est pas mieux. Donc simplement que les Français souvent réussissent bien, le modèle d'intégration et leur image de marque doit changer. Voilà ma proposition, ma suggestion. Oui, et je propose en effet d'avoir cette idée comme propos de conclusion, à savoir que on est non seulement des Français à part entière, des Français de plein droit, mais surtout il y a aujourd'hui un vrai gouffre entre notre réalité à l'étranger et la perception que la France a et qui peut peut-être expliquer en partie ses intérêts ou des amours des autorités pour les Français de l'étranger ou dans un certain nombre justement d'administration ou bien voilà, d'endroits de décision en France, on est mis de côté assez facilement, alors que il y a un premier mythe qui est celui de l'expatrié, à savoir le contrat local qui représente, le contrat expatrié qui représente aujourd'hui un tout petit nombre et bien des Français qui vivent à l'étranger, c'est le cas sur notre circonscription. Donc, à contrario, en général, c'est une réussite qui se fait localement, avec un contrat local, avec ici un vrai sens du défi et du risque qui donne lieu à des parcours assez fascinants. Je trouve qu'il fait la richesse et la force de nos communautés à l'étranger. C'est cette capacité d'innovation, cette capacité à s'adapter à un nouveau cadre, une nouvelle langue, des enjeux qui sont bien différents de ceux qu'on peut avoir en France quand on est dans sa zone de confort. Donc ça, c'est un peu le point de départ justement de ma démarche. C'est aussi moi ce que j'ai vécu personnellement, au sens où j'ai dû initialement venir en Autriche pour des raisons familiales, trouver un emploi, une activité sans pourtant parler la langue du pays d'accueil, donc c'est beaucoup d'efforts d'intégration pour apprendre la langue, etc. Et au passage, j'ai rencontré très vite justement des entrepreneurs, des gens qui créaient, des gens qui étaient intégrés dans les pays justement où je vivais, donc l'Autriche, la Slovaquie, de manière incroyable, avec une énergie, avec une envie de réussir et avec très souvent
eh bien, le fait de s'être fait seul, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir eu assez peu de soutien, assez peu d'appui côté français. Et ça, c'est un point qui me paraît essentiel, à savoir revaloriser, renforcer nos communautés françaises à l'étranger, leur redonner eh bien, cette confiance, cette infrastructure, cette visibilité au niveau national, qui est pour moi le sens un peu justement de l'histoire, c'est-à-dire de nous permettre de faciliter ces expériences à l'étranger, de mettre en avant aussi les profils et les réussites qu'on a. C'est quelque chose auquel je m'engage si je suis élu député, c'est justement de faire eh bien ici le lien avec les différents pays, les différents profils qu'on a sur notre circonscription et de leur donner une tribune, leur donner la capacité justement d'exprimer et de témoigner de ce rayonnement français qui représente et le faire en étant mieux défendu, mieux entendu, mieux représenté, davantage respecté, davantage accompagné, avec une fiscalité qui soit moins punitive et qui soit bien plus juste, plus adaptée à nos besoins, avec une éducation qui soit renforcée, qui permette aussi de joindre les paroles et les actes, à savoir que on a tous l'ambition d'avoir une culture française qui soit rayonnante à l'étranger, qui se développe, qui ait un vrai impact dans nos pays d'accueil. Et on n'a pas les moyens de nos ambitions, puisqu'on parlait en effet des coûts budgétaires, du manque de moyens. Et là, il y a pour moi un travail essentiel à faire pour retrouver justement cette ambition pour notre rayonnement à l'extérieur et avec un appui, un accompagnement, des choses concrètes qui nous permettent justement d'avoir les moyens de nos ambitions. Donc ça, c'est quelque chose à retrouver et c'est le principe fondateur pour un député français à l'étranger, c'est construire des ponts, faire le lien entre la France, nos pays d'accueil et le faire au service de nos communautés pour nous permettre justement d'être mieux représentés. Donc là, c'est vraiment l'aspect essentiel de ma démarche, c'est ce que j'ai synthétisé avec cette idée d'améliorer nos vies au cœur de l'Europe, donc de manière concrète. Améliorer nos vies, c'est évidemment mettre en avant nos réussites, nos atouts, nos succès, pour nous permettre d'avancer avec confiance dans les années qui viennent. Et ça, pour moi, ça changerait radicalement la donne par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. C'est un vrai changement, un changement de paradigme, avec un vrai projet derrière. Donc, c'est pas seulement des paroles en l'air à quelques jours de l'élection, comme on a vu chez certains concurrents qui sont venus de manière très tardive, très opportuniste sur cette thématique française à l'étranger, après avoir fait très peu durant, quand on regardait les détails, les chiffres ces dernières années, pour nous renforcer, pour nous protéger. Et encore plus, on évoquait dans le cadre de la pandémie, où on a, à certains moments, été complètement coupé même de la France et de notre pays d'origine. Donc ça, c'est là vraiment le principe fondateur de ma démarche et de ma candidature. Je suis content qu'on ait pu échanger, voir sous différentes facettes ce soir, justement, comment on peut concrètement changer la donne et apporter des solutions à nos enjeux, à nos besoins, à nos défis. Je reste disponible pour échanger davantage, pour évoquer des points plus spécifiques après cette réunion, très volontiers dans cette démarche d'échange et de dialogue avec tous. Mais merci pour votre attention. Je suis content qu'on ait pu avoir cette plateforme et ce moment de partage. Et je vous dis à tous à très bientôt et je compte sur vous et sur votre soutien pour l'élection qui commence dès demain midi avec le vote en ligne. Merci Véronique. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, Alix. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée. À très bientôt. Merci.